Bon, excusez-moi, je vais reprendre ici les joies de la technologie. J'ai coupé juste avant. On va poursuivre maintenant avec les coûts du web. Donc, évidemment, ça va énormément dépendre de ce que vous achetez. Vous pouvez faire une stratégie web qui va coûter 5 par jour en publicité, comme vous pouvez en faire une qui va coûter 500 par jour en publicité. Donc, moi, j'ai essayé de vous donner quelque chose qui était viable pour une entreprise là, de moyenne augure. On va commencer par Google Display. Google, c'est un service qui est offert, Google Display, excusez-moi, c'est un service qui est offert par Google et qui vous permet d'acheter des impressions de bannières sur des sites web. Un des exemples que je pourrais vous montrer, c'est entre autres le site des PAC. Donc, si on regarde ici le site web de l'EPAC, on a une bannière qui apparaît ici dans le bas qui appartient à SSQ Assurance. Bien, cette bannière-là, elle a été achetée via le service de Google Display. Il y a deux façons de payer pour ça. On peut soit payer par clic ou par 1000. Donc, le coût par clic, ça veut dire que Google va nous facturer à chaque fois que quelqu'un clique sur notre bannière. Et le coût va dépendre de la popularité du site web sur lequel notre bannière est affichée. Sinon, on peut payer en coût par 1000, ce qui veut dire qu'on paye un prix fixe pour que Google fasse apparaître 1000 fois notre bannière sur des sites affiliés. Donc là, je vous dis de façon très estimative, là, on pourrait calculer environ 500 $ par mois si on veut faire ce genre de publicité-là. Ensuite, il y a des campagnes AdWords qui fonctionnent aussi par Google. Donc, AdWords, le principe de ça, c'est d'acheter des mots pour que quand quelqu'un fait une recherche Google, on sorte en premier dans le référencement. Donc, on va aller regarder à quoi ça peut ressembler. Supposons qu'on va sur Google et qu'on cherche, excusez, pas sur Gmail, sur Google. Et qu'on cherche souliers de sport. Ah, voyez-vous ici, j'ai une section qui s'appelle Annonces. Et là, on voit que c'est Chaussures Altitude Sport qui sort en premier. Ça veut dire que Altitude Sport, en ce moment, fait une campagne de AdWords pour que quand les gens cherchent souliers de sport dans ma région géographique, ce soit eux qui sortent en premier. Et ensuite, là, on a les liens qui ne sont pas payants. La campagne AdWords va aussi fonctionner par coût par clic ou par coût par 1000, puis ça varie selon la popularité des mots que vous avez choisis. On peut calculer l'environ entre 500 $ par mois, encore une fois de façon très estimative. Chaque mot là, va varier, mettons, entre 1 cent et 12 $ du clic. Évidemment, si vous vous dites « Hey, tout le monde doit chercher Céline Dion dans la vie. Moi, j'ai une compagnie de balcons. » je vais acheter le mot-clic Céline Dion, comme ça, quand les gens vont chercher ça sur Google, c'est mon entreprise de balcon qui va sortir. Bon. De un, zéro ciblé là, comme publicité, c'est vraiment pas une bonne idée. Et de deux, Céline Dion, là, ça coûte vraiment cher acheter ce mot-clic-là. Et vous n'êtes pas le seul propriétaire du mot-clic. N'importe qui peut acheter lui aussi ce mot-clic-là. Donc, il faut choisir là, vraiment judicieusement. Si vous n'êtes pas un pro là, de tout ça, je vous recommande fortement de faire affaire avec une agence web qui va vous aider à choisir les bons mots. Parlons ensuite des sites web. Donc, si vous faites affaire avec une agence de publicité, il va vous en coûter facilement 10 000 $ pour un site conventionnel, puis 20 000 $ et plus pour un site transactionnel. Il y en a de tous les coûts là, des sites web, c'est sans fin. Pour les plus petites PME, mettons que vous devez faire une recommandation à une entreprise qui a un seul employé, le propriétaire fait presque tout par lui-même,
Bien, il y a des sites comme GoDaddy.com et Wix.com qui permettent de créer son propre site web à moindre coût. Vous pouvez même engager quelqu'un à l'externe ou un étudiant ou quelqu'un qui se familiarise quand même assez rapidement avec ça. Et ce sont des outils qui sont faits vraiment pour que la personne, même si elle n'a pas de base en informatique, soit capable de créer son propre site web. On va calculer environ 600 $ pour ça. Si on continue avec les coûts de web, ben ça nous prend un URL, ce qu'on appelle un nom de domaine. Donc, le fait d'acheter, mettons, lespack.com, ben ça, il va vous en coûter environ 15 à 25 $ par année. Encore une fois, ça va dépendre de la popularité de l'URL que vous avez choisi. Il faut aussi héberger votre site web. Le plus populaire, je pense, en Amérique, c'est vraiment GoDaddy.com qui vous permet d'héberger votre site web en ligne. Ça coûte environ 30 $ par mois si votre site n'est pas transactionnel. Si on passe vers un site transactionnel qui demande plus de bandes passantes, plus de mémoire, tout ça, on peut calculer un 70 $ par mois en moyenne. Les applications mobiles maintenant. Ça, je vous ai écrit que c'était un puits sans fond, calculé en moyenne là, de 20 à 25 000 $ et ça peut être bien plus que ça selon le nombre de fonctionnalités que vous voulez. Il y a des applications qui ont coûté 250 000 $. Pour la PME, bien, il est possible d'opter pour un site web adapté sur mobile plutôt qu'une application. Évidemment, ça a des désavantages, mais il va vous en coûter à peu près 2 000 $ pour ajuster votre site web actuel au mobile, ce qui peut être une solution à moindre coût si jamais vous n'avez vraiment pas les moyens. Ensuite, on a les pré-rolls sur YouTube. Bien, ça, c'est les publicités là, qui passent avant le contenu que vous avez sélectionné sur YouTube. Vous pouvez mettre des pubs de 10, 15, 30 secondes. Ce qui est recommandé, c'est de faire des publicités de 10 secondes. On peut calculer à peu près un 2 000 $ par mois pour une campagne agressive. Encore une fois, vous pouvez géocibler dans le fond, qui va recevoir votre publicité, puis ils mettent des critères de segmentation. Là, YouTube ne va pas nécessairement présenter votre pub à n'importe qui. Ce n'est pas une maman indienne qui va recevoir une pub de Miss Jujube Drummondville dans son pays. Là. Finalement, les publicités Facebook et Instagram, encore une fois, le budget est super varié. Pour une entreprise moyenne, là, on peut faire un méchant bon bout de chemin avec 10 $ par jour sur Facebook et sur Instagram. Encore une fois, là, il y a plein de moyens d'optimiser tout ça, mais si on reste là, plutôt global dans notre approche, là, vous pouvez suggérer là, un budget de 10 $ par jour environ. Les autres coûts que je trouvais pertinent de partager avec vous, la traduction, ça peut coûter environ 26 cents du mot. Fait que supposons que vous avez, je ne sais pas moi, une publicité en français avec 10 mots, puis que vous voulez la faire traduire là, dans un anglais impeccable, bien, ça va vous coûter à peu près 2,60 $. Les graphistes, en région, c'est environ 100 $ de l'heure. À Montréal, on parle plus de 150 $. Un photographe, ça charge entre 150 et 200 $ de l'heure. Un stratège en publicité ou un consultant externe, en région, ça tourne autour de 90 à 110 $ à peu près. Puis à Montréal, ça peut aller jusqu'à 200 $ de l'heure. Donc, évidemment, plus vous allez chercher des gens qui ont des réussites à leur dossier, des big shots, si on veut, là, comme consultant, c'est sûr que si vous voulez avoir les mêmes créateurs de publicité que ceux qui sont derrière les publicités du lait, ben, ça se peut que ça vous coûte plus cher que ça. Une fois qu'on a établi toute la portion budgétaire, ben, l'entrepreneur qui est devant vous, là, il dit « OK, c'est bien beau, ça va me coûter 1 million, mais ça va me rapporter combien? » Donc, c'est important d'inclure du rendement dans votre stratégie. Donc, il faut évaluer le retour sur investissement des actions publicitaires à l'aide de prévisions. Essayez de monétiser le plus possible les retombées, puis vous pouvez aussi inclure des retombées qualitatives. Mais ce qui nous intéresse principalement, c'est le quantitatif.
Par exemple, on pourrait dire, on invite les gens à participer à notre concours via de la publicité radio. On sait déjà que notre publicité radio va nous coûter 10 000 et nous, on pense qu'il va y avoir 500 personnes qui vont participer à notre concours grâce à ça et que sur les 500 personnes, il va en avoir 300 qui vont acheter une passe de saison. Donc, 300 personnes à une passe de saison, ça donne combien de dollars? Bon, là, mon exemple n'est pas super top parce que si on fait le calcul, on va se rendre compte que les ventes additionnelles de passeport ne vont pas couvrir les frais en radio. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça le couvre. Donc, essayez d'estimer ça le mieux possible. Ça reste vraiment vague. Évidemment, on n'a pas la science infuse. Mais dans le cas qui nous intéresse, le rendement estimé devrait nous permettre d'atteindre le 2 millions de notre objectif de marketing. Si vous arrivez à la période de rendement, que vous analysez combien d'argent ou combien d'entrées vous allez générer de plus avec votre campagne publicitaire et que vous n'atteignez pas votre objectif marketing que vous vous êtes fixé au début de votre stratégie, bien, ça ne marche pas. Il faut que ce soit cohérent. Finalement, au niveau du contrôle, bien, il faut faire la liste des points de contrôle que vous allez mettre en place pour chacun de vos actions publicitaires. Qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que les actions qu'on a mises en place ont fonctionné ou non? Tu sais, le marketing, ce n'est pas une science infuse, là. Ça se peut que vous essayiez de faire une stratégie puis que finalement, ça ne fonctionne pas pantoute. Prenons pour exemple, mettons, Subway. Okay? Subway qui est affilié au Canadien de Montréal. Si le directeur marketing avait mis tous ses efforts de marketing dans les matchs du Canadien cette année, pensez-vous que Subway va atteindre son objectif de vente relié à ça? Bien, pas du tout. Il n'y en a plus de matchs canadiens. Donc, il faut s'assurer de faire des contrôles et d'avoir des plans B. Voici des exemples de contrôles que vous pouvez faire. Un suivi serré des ventes par catégorie, un suivi des indicateurs de visionnement des vidéos, de participation au concours, de partage sur les médias sociaux, le suivi du taux de retour des coupons rabais, les retombées médiatiques de votre campagne, les visites sur votre site Web, le nombre de téléchargements de l'application mobile, l'utilisation, le taux d'ouverture des courriels. Donc, voyez-vous, tout ça, ce sont des exemples où on peut avoir un contrôle pour voir si nos actions publicitaires ont fonctionné ou non. Ce que je vous dis, c'est qu'idéalement, on n'attend pas à la fin de la campagne pour mesurer. Il faut le faire tout au long de notre campagne publicitaire parce que si vous attendez d'avoir dépensé 1 million de dollars en publicité pour vous rendre compte que finalement, ça n'a pas fonctionné, bien, c'est pas winner, là. Donc, pour bonifier votre campagne, vous pouvez inclure quels moyens vous mettrez en place si votre action n'obtient pas les résultats voulus en cours de route. Vous pouvez aussi suggérer des points de contrôle. On fait un premier point de contrôle après la première semaine. Après ça, on va le faire au mois. Si ça va bien, après ça, on va le faire au trimestre. À vous de choisir quel élément de contrôle on doit tester à quel moment. Il nous reste finalement la conclusion. Donc, l'idéal, c'est de faire un lien avec votre introduction. On avait vu ça ensemble lorsqu'on avait vu les différentes méthodes d'introduction possibles. Et la conclusion, bien, c'est votre dernier moment pour récapituler aux clients les grandes lignes de votre mandat, votre analyse, du pourquoi vous avez choisi ces stratégies-là, puis en quoi elles répondent à vos objectifs. C'est ça le plus important. Dans le fond, c'est votre dernier moment pour convaincre votre interlocuteur, votre client, que votre stratégie est la meilleure et qu'il doit vous faire confiance en investissant autant d'argent avec vous. Il y a différentes méthodes de faire une conclusion. Bien, premièrement, vous pouvez tout simplement résumer, comme je vous l'ai expliqué à la diapo juste avant. Vous pouvez aussi reprendre le FFOM et démontrer, dans le fond, que vous avez tiré profit des opportunités, que vous avez renforcé les forces, que vous avez réduit les faiblesses, puis vous avez tenu compte des menaces.
Fait qu'on pourrait voir ça comme un FFOM amélioré ou un FFOM révisé qui permet très facilement à la personne qui vous écoute puis qui vous regarde de voir c'est quoi les différences entre le FFOM d'avant et le FFOM d'après. Vous pouvez utiliser un système de flèches là, pour dire que vous avez augmenté ou diminué chacun des éléments ou tout simplement tirer un trait sur les éléments qui n'ont plus lieu d'être après votre stratégie. Vous pouvez aussi faire une conclusion selon une histoire, c'est la méthode que vous avez choisie en introduction. Vous pouvez aussi refaire le processus d'achat du client en fonction de vos stratégies. Donc, montrer c'était quoi le processus d'achat du client avant votre stratégie, puis quel sera le processus d'achat du client maintenant qu'on met en place votre stratégie. Évidemment, bien, le processus d'achat devrait être plus complet et mener davantage à l'achat avec vos stratégies que sans. Et finalement, vous pouvez aussi décider de démontrer la synergie de vos actions avec le modèle AIDA en disant voici ce qu'on fait pour attirer l'attention des gens, voici ce qu'on fait pour susciter leur intérêt, voici ce qu'on fait pour faire augmenter le désir, puis voici ce qu'on fait pour qu'ils passent à l'action et qu'ils achètent réellement, par exemple, des passeports saisonniers à la ronde. Maintenant, pour votre TP5, qui est votre dernier travail pratique à faire là, de façon, encore une fois, comme je vous l'ai toujours permis, vous pouvez le faire en équipe. Par contre, votre présentation se fait de façon individuelle. Et ça, c'est la dernière sous-section, dans le fond, qu'on va faire. Si bien que la prochaine fois que vous allez remettre quelque chose, bien, ça va être l'ensemble de votre analyse de la ronde, de la section 1 à la section 5. Mais pour l'instant, le TP5, les diapos qui sont requises, c'est l'implantation ou le plan d'action ou l'échéancier, appelez-le comme vous voulez, le budget, le rendement, les mesures de contrôle et finalement votre conclusion. Vous pouvez toujours inclure la diapo de période de questions si vous voulez utiliser ce modèle-là là, pour des utilisations futures. Autrement, ce n'est pas obligatoire là, dans le cadre du TP5. Donc, je vous souhaite une belle préparation et j'ai bien hâte de recevoir vos vidéos. Je vous souhaite une belle fin de journée tout le monde, puis à bientôt!